Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 162. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast, et fier membre du réseau Evergreen Podcasts. Pour plus d'informations et pour explorer les autres podcasts sur ce réseau sélectif, plutôt en anglais je dois le dire, allez visiter leur site evergreenpodcasts.com. Alors, cet épisode est un peu différent. Connaissez-vous le paddle ? C'est un sport que je pratique depuis les années 70, bien avant qu'il ne devienne populaire. Aujourd'hui, c'est un sport en pleine effervescence dans de nombreux pays, notamment en France, où nous comptons désormais plus de 3000 terrains sur près de 1000 clubs. Le sport, au niveau professionnel, progresse d'année en année. Les audiences grandissent et le spectacle est impressionnant. On peut espérer que le paddle devienne un sport olympique, au plus tard, en 2032. En France, les têtes d'affiche au niveau professionnel sont Alix Colomban, actuellement numéro 30 mondial. Côté homme, Thomas Legge est le numéro 1 français et occupe actuellement la place 104 mondialement. Mais il a déjà intégré le top 100. Alors pour cet épisode, je vous livre les deux conversations, l'une avec Alix et le deuxième avec Thomas. Ces entretiens ont eu lieu lors du grand tournoi Grand Louise Paris Major, qui s'est tenu pour la 3e fois consécutive à Roland-Garros à la fin de l'année 2024. Leur parcours est inspirant et met en lumière les belles perspectives d'avenir pour ce sport que j'adore, le paddle. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour aller laisser votre revue sur un des services préférés et plongeons alors dans cette nouvelle émission. Oui, ça sent, on dirait pas. Oh, c'est gentil, merci. Alors, Alix, tu viens de jouer à Roland-Garros, Châtrier. Qu'est-ce que ça fait pour toi de jouer sur ce genre de terrain paddle ? C'est incroyable, c'est beaucoup d'émotions, c'est les frissons, c'est beaucoup de souvenirs étant jeune à regarder Roland-Garros tous les étés avec mes parents, à avoir des joueuses et joueurs qui nous font rêver et de se dire aujourd'hui qu'on joue au padel dans un lieu aussi mythique et historique que Roland-Garros, que c'est un privilège, et qu'on a beaucoup de chance et on essaie de profiter de chaque moment et c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, même si le match était compliqué et dur, mais voilà, j'étais plus forte, mais j'ai quand même réussi à prendre du plaisir et j'ai essayé de prendre tout le bon que je pouvais prendre de ce tournoi. Mon podcast s'appelle « Le joie du paddle ». Garder le plaisir, ça me paraît important. Ouais. Pour toi, c'est quoi l'ambition que tu portes ? Parce que tu es quand même le numéro 1 pour la France. Comment est-ce que tu vois ton ambition par rapport au paddle et ton rôle à toi ? Alors, j'avoue que j'y pense pas tant que ça. Moi, j'essaye de me concentrer sur mon chemin, d'être la meilleure possible, de rendre la meilleure image possible, que ce soit sur le terrain et en dehors. J'ai l'impression que dans l'ensemble que ça plaît plutôt aux gens. Après, je pense pas trop au fait d'être numéro 1 et la pression que ça peut engendrer. Au contraire, c'est quelque chose de positif. Ça galvanise un petit peu et voilà, j'essaye de prendre les bons côtés de la chose, quoi. Donc voilà. Au lieu d'avoir la pesanteur. Voilà, exactement. J'essaie de vraiment prendre le côté positif. Il y a deux dernières questions. La première, c'est choix de partenaire. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu cherches aiguisément ? Alors, c'est vrai que c'est un sujet complexe au padel, les partenaires, surtout depuis quelques années où il y a beaucoup de changements. Ce qui est très dur, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler. La décision de sa partenaire, de l'autre de partir ou pas. Il peut y avoir des blessures qui rentrent en compte. Il peut y avoir des meilleures joueuses au ranking qui appellent la partenaire ou toi-même. Et il y a des décisions à prendre. Alors évidemment, quand ce moment-là arrive, on prend tout le pour, le contre. On essaye de voir si les jeux pourraient coller. Évidemment que l'affinité qu'on peut avoir un petit peu en dehors, c'est aussi important, surtout peut-être chez les filles, peut-être plus que chez les garçons. Je pense que c'est important de bien s'entendre aussi en dehors du terrain parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Et évidemment, la relation qu'on va aussi avoir sur le terrain, la façon dont on va s'encourager, la façon dont on va se parler, tout ça, évidemment. Il y a des échecs. Voilà, exactement. Tout ça est évidemment très, très important. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais c'est vrai que des fois, on se retrouve pas sur le fait accompli, mais au niveau où je suis, entre 25 et 30, de mon côté à droite, il y a 15 joueuses devant moi.
et il y a 15 joueuses de gauche, en sachant que les 6, 7, 8 premières joueuses de gauche, c'est injouable parce qu'elles sont tête de série, donc elles ne joueront pas avec toi. Et après, il reste finalement peu de joueuses. Donc, des fois, on essaie de voir. On ne sait pas si ça va fonctionner, mais on se dit OK, on essaye, on verra, on se donne du temps. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on verra, on changera. Mais voilà, c'est un peu le padel d'aujourd'hui où je trouve que c'est un peu comme c'est à l'image de la société, le padel d'aujourd'hui. On a besoin d'avoir des résultats assez vite, sinon on rentre. Société entreprise, tu veux dire. Ouais, ou même dans la vie en général, voilà, avec les réseaux sociaux où tout va très vite, on a des réponses sur tout. Et voilà, on regarde une chaîne, mais aujourd'hui on reste pas plus de 10 minutes sur une chaîne, on change, on supporte pas les pubs, on change. Faut... Attention. Voilà, et je trouve que le padel c'est un petit peu à l'image de la société en général. Et voilà, il y a besoin d'avoir des résultats parce qu'au final c'est ça qui fait qu'on va gagner notre vie, c'est ça qui va faire qu'on a des sponsors, c'est ça qui va faire beaucoup de choses. Donc c'est vrai que pour les gens des fois c'est difficile de comprendre pourquoi il y a tant de changements, mais quand on est dedans, on comprend un peu mieux et des fois c'est un peu par défaut. Oui, parce que j'ai pas d'autre choix. Et voilà, des fois c'est ça. Des fois c'est ça. Pas d'autres personnes que je peux prendre. Exactement. Donc on essaye que ce soit le moins possible par défaut, mais en tout cas, ouais, c'est complexe comme sujet. Oui, bien sûr. C'est pourquoi je la pose. J'ai eu Robbie Gallagher sur mon podcast récemment, et il a dit parce que le garçon joue bien, et il disait que en fait le couple c'est comme couple à la maison. Exactement. C'est pas très lié. À 85%, c'est pareil. Dernière question sur la communication. Ouais. Alors, combien tu trouves la communication essentielle, mais sur le terrain et hors du terrain? Primordial. Et c'est très 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 important de padel la communication. Alors sur le terrain évidemment, vous avez vu qu'on se parle beaucoup pour indiquer où sont les adversaires. Dans les 20 secondes. Ouais, exactement. Et puis c'est très important parce que jouer un coup sur l'une ou sur l'autre, ça peut créer des déséquilibres ou pas si on se trompe ou si on n'écoute pas la partenaire. Donc évidemment que c'est ultra important. Et en dehors aussi, je pense que dès qu'il y a quelque chose qui va peut-être nous déranger, nous titiller un peu, je pense que c'est important de le dire parce que si on garde des choses en nous, s'il y a des non-dits, c'est une relation qui s'effrite de plus en plus. Et quand la relation est moins bonne en dehors, qu'on se dit pas les choses, après elle est moins bonne dedans. Donc voilà, après c'est un cercle vicieux et on s'en sort pas et on finit énervé et on finit mal l'histoire et c'est dommage parce qu'au final on est là aussi pour c'est notre métier, mais on a la chance de pouvoir vivre de notre métier entre guillemets et de vivre de notre passion. Quelques-unes et quelques-uns d'entre nous. Donc voilà, je pense que garder ce plaisir-là, il est important aussi. Mais la communication, c'est primordial. Mais j'ai envie de dire comme dans la vie. Hein. Ça, c'est sûr. Mais par rapport au tennis, combien est-ce que le padel, la communication dans le padel, en fait, est différent ou c'est pareil? Non, beaucoup plus. Non, parce qu'au tennis, au final, on est tout seul. Alors, oui, la communication avec son coach, elle peut être très importante, avec son préparateur mental, avec le double. Oui, c'est vrai, effectivement, avec le double. Mais au final, tout va beaucoup plus vite au tennis. Voilà. C'est bang. Ouais, il n'y a pas tant de tactique que ça. Là, au padel, les points doivent être très travaillés. La balle n'est pas tuée. Pour faire un point, je ne sais pas si vous avez aujourd'hui, mais c'est très compliqué à ce niveau-là. Donc évidemment, tout le temps. Donc évidemment qu'il faut beaucoup travailler les points. Donc la communication est ultra importante et pour moi bien plus qu'au tennis. Alix, je te remercie. C'est sympathique de parler avec une autre Alix que ma maman est en vie encore. Je vais la voir la semaine prochaine. C'est son anniversaire. Je vais pouvoir donner cet entretien à ma mère comme cadeau. Merci à vous. Et bon anniversaire à votre maman. Merci. Alors j'espère que la conversation que j'ai eue avec Alix Colomban vous a plu. Alix a été 7 fois champion de la France. Elle est systématiquement dans le tableau final des grands tournoi du premier padel et elle mérite d'être suivie. Bonne chance pour Alix. Alors maintenant passons à Thomas Legge qui a été lui 3 fois champion dans la France et qui continue à lutter pour être dans le top tableau des grands tournois. C'est un garçon avec beaucoup de talent. Vous allez voir, découvrez alors Thomas Legge. Thomas, raconte-nous ton arrivée dans le padel.
Moi j'ai commencé le paddle en 2016, je venais du tennis, j'ai joué au tennis pendant 11 ans et j'ai eu pas mal de blessures et j'en ai eu un peu marre des blessures, du tennis et quand j'ai décidé d'arrêter, ils ont construit un terrain de paddle dans mon club à Aix-en-Provence. Et c'est là où j'ai commencé en amateur. Et au tennis, tu étais à quel niveau quand tu es J'étais 4-6 quand j'avais 12 ans. 4-6, d'accord. Oh voilà. Donc j'ai joué très jeune, j'ai joué jusqu'à mes 14-15 ans au tennis. Et tu trouves qu'il y a moins de blessures au paddle? C'est différent, parce que la surface en tout cas engendre moins de blessures. C'est une surface qui est un peu moins dangereuse que le green au tennis, où vraiment c'est quand même des gros changements de direction sur une surface vraiment très dure. Donc au paddle, pour moi, il y a un peu moins de blessures. Tant mieux. Mais après, à haut niveau, je pense que c'est toujours pareil. Ça y va. Ouais. Et donc, à quel moment est-ce que tu es tourné pro? Je suis parti à Madrid en 2019, donc pour commencer une carrière. Et après, j'ai commencé le circuit pro en 2021 à peu près. Transition du tennis au paddle. Comment la faire ou comment je l'ai fait moi? Comment tu l'as fait? Et quels enseignements tu en tires pour d'autres qui sont des joueurs de tennis? Moi, ce que j'ai fait, c'est que comme je connaissais pas du tout le sport, et je l'ai pas lié au tennis directement. Pour moi, c'était un autre sport. Et du coup, on m'a direct dit, oublie tes bases de tennis. Et du coup, tout ce que je savais du tennis, j'ai oublié, à part la volée. Et j'ai tout direct appris à jouer avec les vitres, à commencer petit à petit. Ah, peut-être que lui ouvrir. Pas de souci. Bonjour. Bonjour. Minter. Romain. Dia. C'était bien le golf? Ouais, c'était cool. Et du coup, j'ai direct oublié toutes mes bases de tennis et j'ai commencé à apprendre à jouer avec les vitres. Puis j'ai pris des cours avant de commencer à faire des parties à droite à gauche. Et le passage à Madrid était formateur, j'imagine. Ouais. J'ai commencé avec 1 an à Monaco avec Gabi Reka, et qui venait une semaine par mois. Et donc moi aussi j'allais une semaine par mois à Monaco et c'est lui qui m'a dit de venir s'entraîner avec lui à Madrid à 5 académie à Brunette. Pour toi, le coup le plus difficile à apprendre, c'était quoi? Moi, tout ce qui a été volley et smash a été assez facile, même si je pense que le kick gris, le rouleau, on appelle le kick gris, a été un coup vraiment compliqué à apprendre. Surtout pour moi, genre, en passant à droite, qui était beaucoup plus difficile que faire à gauche. Oui, bien sûr. Mais après, le coup le plus différent pour moi, c'est la chiquita. C'est vraiment le coup qu'on n'apprendra jamais à faire au tennis. Oui, c'est contre-intuitif. C'est ralentir le jeu sur une balle rapide, donc c'est vraiment le truc le plus... Alors qu'ils sont au filet. Ouais, exactement. Et sur quoi aujourd'hui est-ce que tu sens que tu as besoin de encore travailler? Quels sont les coups sur ton jeu que tu préfères améliorer? Les coups qu'il faut que j'améliore, ça sera plus en défense, sur les transitions de jeu. D'ailleurs, la chiquita, ça reste quand même un coup qu'il faut toujours perfectionner. Le revers avant la vitre, parce que moi qui joue beaucoup à droite, c'est vachement difficile de se déplacer très rapidement vers le milieu. Oui, pour le retour de service par exemple. On frappe beaucoup en appui ouvert, donc on est souvent en retard sur son revers, essayer d'aller jouer un peu plus en appui en ligne. Donc c'est plus en défense en tout cas. Et ton coup préféré? C'est une bonne question parce que un de mes coups préférés, je dirais, j'adore le lob ou la vibora. Mais le coup que j'exécute le mieux, je pense que c'est le smash tabé. Ah oui, d'accord. Et alors, le paddle, pour moi, je le trouve quelque chose de particulier, différent d'autres sports. Quelque chose qui m'intrigue, c'est le choix de partenaire. Qu'est-ce que tu recherches dans ton partenaire Parce que quête du meilleur partenaire? Moi, je suis un peu un joueur atypique à droite, parce que je suis un joueur très agressif, qui tape beaucoup. Donc ça n'a rien à voir sur un profil de joueur de droite qu'on voit comme Chingoto, Dineno, des joueurs qui travaillent. Moi, je suis plus un profil Yanguas, même si c'est pas le même niveau. Mais un joueur assez agressif. Et donc moi, je cherchais un joueur de gauche qui met beaucoup de volume de jeu, qui défend bien, qui va vite vers l'avant, plus qu'un gros smasher qui peut taper dans tous les sens, parce que moi je suis capable de le faire. Plutôt un Nieto alors. Exactement. Le profil parfait, ça serait Stupa, Nieto. Qui savent quand même taper, mais exactement. Qui sont des ramasseurs incroyables. Mais qui défendent très bien et qui ont un volume de jeu énorme. Et du coup, moi qui prendrais un peu plus de place, ça c'est mon profil parfait. Et après, en dehors du terrain,
faut avoir une amitié, ça c'est important aussi. Même si je pense qu'aujourd'hui, c'est plus important sur le terrain qu'en dehors du terrain. Pour tous? Je sais pas, mais moi, j'ai vraiment découvert qu'avant, j'étais toute la journée avec mon partenaire, c'était vraiment important. Le voyage, s'entendre bien et tout. Et maintenant, j'ai vu qu'on pouvait passer la journée avec nos amis et se retrouver sur le terrain avec nos partenaires et que ça se passait tout aussi. Qu'est-ce qui fait qu'un partenariat marche? Déjà, le premier truc qui marche, c'est les résultats. C'est le truc le plus important pour que ça marche. Et que le fait que les deux soient des travailleurs, il faut s'entraîner énormément, avoir les mêmes ambitions, le même projet. Et c'est là où ça peut marcher. Même si des fois les résultats ne viennent pas, mais que les deux s'entraînent à fond, de la bonne manière, souvent ça donne envie de continuer. Alors comment tu crées un projet? Parce qu'en fait, on va imaginer tout le monde voudrait être numéro 1, mais comment tu articules ton projet et ensuite de s'assurer que ça soit partageable avec quelqu'un d'autre? Déjà, il faut voir le profil de jeu qui nous intéresse, discuter avec on se connaît tous, le circuit il est assez petit finalement, parce qu'on va jouer que des joueurs qui sont proches de notre classement, et donc on discute avec la personne, et après on voit ses ambitions, où est-ce qu'on peut s'entraîner, est-ce qu'elle a les mêmes envies que nous. Souvent dans le monde professionnel, tout le monde a les mêmes ambitions, et donc plutôt comme ça. Qu'est-ce qu'il te faudrait pour atteindre l'objectif pour toi? Mais moi, j'ai pas d'objectif de classement. Moi, j'ai envie de trouver un niveau de jeu stable, de trouver un projet aussi avec un partenaire sur du long terme. Mais je veux pas être top 10 ou top 50. Moi, je veux donner le maximum de moi-même et essayer d'atteindre mes limites. Trouver ta limite. Exactement. Pour l'instant, je sens que je peux encore une marge de progression assez importante. C'est ça qui me donne envie de continuer. Et oui, l'envie d'apprendre et de s'améliorer. Les championnats, tu y vas? Championnat 2. À Doha. Oui, championnat du monde. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce que c'est? Comment tu sens de représenter ton pays? Pour représenter son pays, je pense que c'est la meilleure chose au monde. C'est-à-dire que c'est le truc le plus incroyable. Moi qui suis un peu du monde du foot, qui est un grand fan de foot, je trouve ça incroyable de représenter ses couleurs. Après, c'est très compliqué parce que on joue contre l'Espagne et l'Argentine. Donc en fait, on joue une 3e place entre guillemets en étant lucide aujourd'hui. Peut-être que dans 10 ou 15 ans, j'espère que ça changera la donne. Mais aujourd'hui, on joue une 3 ou 4e place en tant que meilleur résultat. Roland Garros, parle-nous de ton parcours dans 2024. On a eu une wildcard, on a commencé en tableau final, même si on n'était pas très loin en termes de points pour y commencer. On était dans les têtes de série de qualif, donc ça a été une petite aide de la fédération. On a eu un bon tirage, même si c'est deux joueurs qui sont énormément en confiance, deux jeunes qui gagnent énormément de matchs, qui ont fait 16e aux deux derniers tournois et quasiment tableau sur tous leurs dernières premières paddles. C'était qui encore? Paul Hernandez et Rama Valenzuela. Ah ouais. Et on a fait un match très très solide, on a vraiment très bien joué, on a eu un petit moment de doute dans le premier, mais très content de gagner ce premier match. Quand il y a un moment de doute comme ça, comment vous faites? On essaye de couper un peu le match, de se poser, de parler 20-30 secondes, de prendre un peu du temps sur le banc, de discuter, de souffler, d'essayer de ne pas enchaîner. Oui. Parce que casser un peu le momentum. Exactement. Parce que le paddle, c'est un sport de confiance. Donc si les autres ils sont en confiance, il faut un peu stopper le truc et prendre un peu plus son temps, avoir un truc tactique et garder la tête froide parce que on a tendance à vite s'énerver. Oui, les émotions. Donc, en prêt? Et après, on a joué sur la tête de série numéro 14 ou 15, qui sont Chisco Gil et Juan Loaizouri. Juan Loaizouri, qui est un joueur qui a fait demi et quart de finale dans les derniers tournois, donc qui ont en grande confiance. Et Chisco, qui est un joueur de droite qui est très solide, qu'on connaît. On a fait un très bon premier set. Je pense qu'on peut ou on doit le gagner. En tout cas, on a le break d'avance et on a un peu de malchance et on joue un peu moins bien sur les moments importants. Et dans le deuxième, mon partenaire il a un petit coup de baisse. Au début, j'essaye de le lever et on gagne un ou deux jeux, mais on a vu là qu'ils ont mis une vitesse en plus et comme on dit, la confiance, ils étaient peut-être un peu plus nerveux de perdre au début parce qu'ils avaient plus quelque chose à jouer que nous. Oui, et pour eux. Une fois qu'ils ont gagné le premier set, ils sont un peu plus relâchés, je pense. Je veux y revenir, mais ça faisait quoi pour toi de jouer sur Châtrier? C'est la 3e fois. Ce que je dis à tout le monde, c'est la 3e fois, c'est même la 5e fois, entre guillemets. C'est la 3e année d'affilée. Mais c'est toujours incroyable de rentrer sur Châtrier. J'espère juste un jour rentrer sur un stade plein. Ça serait vraiment
plus tard dans la semaine, par exemple. Exactement, donc ça serait plus un rêve de gosse. Mais il y a déjà eu chaque année beaucoup plus de monde, chaque année on sent le public et c'est une atmosphère incroyable. Dernière zone de questions, c'est la communication. En fait, c'est un plat. Combien pour toi la communication est importante? Au paddle, Ouais. je dirais 50%, 50, 60%. C'est-à-dire que c'est primordial. On ne peut pas ne pas communiquer avec son partenaire, sinon on sent le froid, on donne une information aux adversaires et même on manque nous d'informations, donc c'est très important. Après, on peut jouer sans, mais c'est quasiment impossible. Il y a des joueurs qui arrivent, qui parlent pas trop, mais les joueurs qui s'expriment le plus et qui sont le plus ensemble, comme on voit Koyo Tapia, Chingoto Galan, c'est là où on voit le succès des pairs. Est-ce que c'est pas quelque chose que tu rechercherais dans ton partenaire aussi, ce besoin, cette capacité d'être ouvert, de se partager les vulnérabilités? En général, j'ai assez trouvé dans tous les partenaires que j'ai eus, sur 80% ou 90% des partenaires, j'ai trouvé ça. On arrive à s'encourager, à s'enflammer ensemble, à discuter quand ça va pas. Il y a quelques personnes qui sont un peu fermées mentalement parce qu'ils sont moins forts, mais tous ceux qui sont suivis mentalement, ils savent que c'est primordial la communication. Tu dirais que c'est la culture du paddle? Ouais, aussi. La culture espagnole aussi. Oui, c'est ça. Tu parles espagnol? Ouais. Claro. Yo también. Alors, les perspectives pour toi, de terminer l'année, ensuite l'année prochaine? J'aimerais terminer l'année dans le top 100. Là, j'ai commencé l'année dans le top 100, j'étais 91, je suis descendu 107, là je vais remonter 102, 103. Donc ça joue toujours à quelques points. Et donc ça c'est un objectif surtout financier. C'est important pour nous de finir dans l'essence, qu'on a les bonus du circuit. Ah oui. Et du sponsoring aussi ou pas? Et de sponsoring. Donc c'est. T'as un agent? Ouais. C'est pas juste entre toi et moi. Donc on va se retrouver à Doha. Exactement. Viens. Ok, parfait. Je vais pas aller à Riyad et suivre ma passion. Thomas, je te remercie beaucoup. Merci à toi. On se reverra. En fait. Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man. A stranger tucked around me, precipitating the danger to feel free. Trust is the reason, still I won't toe the line. I sit here passively, hope for your respect, anticipating the thrill of your intellect. Maybe I tell myself there's no use in me lying. I'm a convinced man, building an urge. I'm a convinced man, to live and die submerged. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition's innate. A convinced man, in the arms of a woman. Despise revenges and struggle with deceit. Live for the challenge so life's not incomplete. What's wrong with challenge? I know soon we all die. I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger to feel free. Trust in my reason and let me show you why. I'm a convinced man, practicing my lines,